Mon fiancé a envoyé un message vocal par erreur, et ce que j'y ai entendu m'a donné la nausée, tant j'étais dégoûté par lui et par ma meilleure amie. Avant de continuer l'histoire, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires, et de laisser un j'aime sur la vidéo. J'ai besoin de vous raconter cette histoire parce que je ne peux plus la garder pour moi. Il y a 3 mois, je pensais avoir tout réussi dans ma vie. J'avais 28 ans, je travaillais comme infirmière en pédiatrie à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon, et j'étais absolument convaincu de vivre un conte de fées. Mon fiancé et moi étions ensemble depuis 4 ans, et fiancés depuis 8 mois. Nous avions emménagé dans un magnifique appartement de 3 pièces en centre-ville au printemps dernier, partageant parfaitement le loyer de 1 500 € en deux. Il travaillait comme graphiste dans une agence de marketing, et nous gagnions tous les deux très bien notre vie. Notre mariage était prévu pour le 15 octobre, à peine 6 semaines plus tard, quand tout s'est effondré. Mais à l'époque, j'étais sur un petit nuage. Nous passions nos dimanches matins au marché, à choisir des légumes frais et à imaginer des dîners élaborés que nous cuisinerions ensemble. Il préparait le café dans cette cafetière à piston que sa tante nous avait offerte, et nous nous asseyions sur notre petit balcon avec vue sur le parc, parlant de nos futurs enfants et nous demandant si nous achèterions une maison en banlieue ou si nous resterions en ville. Ma meilleure amie depuis le lycée vivait pratiquement avec nous. Elle venait tous les vendredis soirs avec des plats à emporter de ce restaurant thaï de la rue Victor Hugo, et nous enchaînions les séries jusqu'à minuit. Elle savait tout de notre couple. Comment il m'avait demandé en mariage sur la plage de Biarritz à Noël dernier. À quel point il était nerveux en rencontrant mes parents. Même des détails intimes que je n'aurais probablement pas dû partager. Elle allait être mon témoin. Nous étions inséparables tous les 3. Des week-ends à la montagne dans les Alpes, des doubles rendez-vous quand elle fréquentait quelqu'un, des soirées jeux de société qui duraient jusqu'à l'aube. Elle avait les clés de notre appartement et dormait parfois sur notre canapé après des soirées particulièrement difficiles au bar où elle travaillait. J'adorais avoir mes 2 personnes préférées si près de moi. Je me souviens m'être dit à quel point j'étais chanceuse. Mes collègues se plaignaient de leurs petits amis ou de leurs maris, mais je ne pouvais vraiment pas m'y identifier. Ils m'apportaient des fleurs un mardi sur 2. Pas des roses, mais ces bouquets mélangés du supermarché parce qu'ils disaient qu'ils lui rappelaient ma personnalité, colorée et inattendue. Ils laissaient de petits mots dans la poche de ma blouse avant que je ne parte pour mes gardes de 12 heures. Nous préparions ce mariage d'octobre qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Le lieu de réception était un magnifique domaine avec un grand parc à l'extérieur de la ville. 3 000 € pour la journée, ce qui me semblait être une fortune, mais qui valait chaque centime. Ma robe était suspendue dans notre placard. Une création simple mais élégante que j'avais trouvée en solde pour 800 €. Nous avions goûté 6 parfums de gâteaux différents et avions opté pour un biscuit au citron avec un fourrage à la framboise. Notre liste d'invités comptait 93 personnes. Nous avions rédigé les adresses sur les faire-part ensemble sur la table de la salle à manger, riant de ma terrible écriture et de son côté perfectionniste. Ses parents prenaient l'avion depuis la Bretagne. Les miens faisaient le trajet en voiture depuis leur résidence pour retraiter sur la Côte d'Azur. Tout était coordonné, confirmé et payé. Ce qui est drôle, c'est que je ne me souviens d'aucun signal d'alarme à cette époque. J'étais peut-être trop aveuglé par le bonheur. Ou peut-être que je faisais simplement confiance trop facilement. Il semblait sincèrement enthousiaste à propos du mariage, de notre avenir. Il parlait des enfants que nous pourrions avoir, me montrant des maisons en ligne que nous pourrions peut-être nous offrir dans 5 ou 10 ans. Ma meilleure amie semblait tout aussi investie dans notre bonheur. Elle m'avait aidé à choisir les robes des demoiselles d'honneur, m'avait organisé une petite fête de fiançailles dans son appartement et avait passé des heures à m'aider à chercher des photographes et des fleuristes. Elle plaisantait en disant qu'elle me le volerait si je faisais un faux pas, mais cela semblait inoffensif à l'époque. Le genre de choses que les amis se disent. En y repensant aujourd'hui, je me demande s'il y a eu des signes que j'ai manqués. Mais honnêtement, je ne crois pas. Je pense que certaines personnes sont juste très douées pour faire semblant, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Et quand le masque tombe enfin, il ne fait pas que glisser. Il est arraché si violemment que vous n'arrivez pas à croire que vous ayez pu penser que c'était réel. Ce mardi de septembre a commencé comme n'importe quel autre jour. J'ai fait une longue garde à l'hôpital, m'occupant d'enfants malades et de parents inquiets. J'étais épuisée mais heureuse, impatiente de rentrer chez moi, de le retrouver, de retrouver notre vie, notre avenir.
je n'avais aucune idée qu'à la fin de cette nuit-là, tout ce que je pensais savoir sur l'amour, l'amitié et moi-même serait détruit par un simple message vocal envoyé à la mauvaise personne. Je suis rentré chez moi vers 19h30 ce soir-là, complètement vidé par ma garde de 12 heures. Nous avions eu 3 admissions aux urgences, et j'avais à peine eu le temps de déjeuner. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et peut-être des restes de pizza du week-end. En jetant mes clés sur le comptoir de la cuisine, mon téléphone a vibré, un message vocal. J'ai vu son nom et j'ai souri, pensant qu'il me disait probablement qu'il allait chercher le dîner ou me demandant ce que je voulais regarder plus tard. Nous faisions ça tout le temps. De petits messages audio tout au long de la journée, pour rester connectés malgré nos emplois du temps chargés. J'ai appuyé sur lecture tout en retirant mes chaussures, m'attendant à entendre son habituel « Salut mon cœur, j'espère que ta garde n'a pas été trop folle ». Au lieu de cela, ce que j'ai entendu a glacé mon sang. Mon Dieu, je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé hier. Je sais que je n'aurais pas dû t'embrasser. Je sais que c'était mal, mais je n'avais rien ressenti de tel depuis je ne sais même plus combien de temps. Sa voix était différente. Brute, désespérée d'une manière que je ne lui connaissais pas. Je suis désolé si j'ai rendu les choses bizarres, mais il fallait que je te dise ce que je ressens. Je suis resté figé dans notre couloir, mon sac d'infirmière toujours sur l'épaule, essayant d'assimiler ce que j'entendais. La vérité, c'est que je fais semblant avec elle depuis des mois maintenant, peut-être plus longtemps. Elle est tellement prévisible. Tout est toujours pareil. Les mêmes conversations, les mêmes routines, tout pareil. J'ai l'impression d'étouffer. Quand je suis avec toi, je me sens à nouveau vivant. Mes mains ont commencé à trembler. Ce n'était pas possible. Ça devait être une sorte d'erreur. Je sais que ça a l'air terrible, mais parfois, quand on est ensemble, elle et moi, je ne ressens plus rien. Comme si j'étais mort à l'intérieur. Elle me raconte sa journée ou planifie un truc pour le mariage, et moi j'hoche simplement la tête, en pensant à quel point ma vie est devenue ennuyeuse. À quel point elle l'a rendue ennuyeuse. Je me suis laissé tomber sur notre canapé, le canapé que nous avions choisi ensemble, le canapé où ma meilleure amie passait tous ses vendredis soirs, et j'ai écouté mon fiancé me détruire avec des mots que je ne l'aurais jamais cru capable de prononcer. Tu veux savoir le pire? Les trucs physiques sont devenus une corvée. Je dois simuler l'intérêt, simuler l'enthousiasme. Avec elle, tout semble si mécanique, obligatoire. Mais hier, quand tu m'as rendu mon baiser, quand je t'ai touché. Bon sang, je me suis rappelé ce que le désir fait vraiment ressentir. J'allais être malade. Réellement, physiquement malade. C'est une bonne personne. Je le sais. Elle est responsable, attentionnée, et toutes ces choses qu'on est censé rechercher chez une épouse. Mais elle est aussi. Mon Dieu, ça va sonner horriblement mal. Elle est juste tellement fade, tellement lisse. Il n'y a pas de flamme, pas de spontanéité. Elle est exactement la même personne qu'il y a 4 ans. Plus rien ne me surprend. Le message continuait, chaque mot résonnant comme un coup physique. Toi, par contre, tu es différente. Tu me stimules. Tu es imprévisible, intéressante et sexy d'une manière qu'elle ne pourra jamais être. Quand on est tous les trois, je me surprends à te regarder au lieu de l'écouter parler de n'importe quel truc banal qui s'est passé au travail. J'ai réalisé que je pleurais. Des sanglots qui m'empêchaient de respirer. Je sais que le timing est horrible avec le mariage qui approche, mais je ne peux plus faire semblant. Je ne peux pas l'épouser en ressentant ça. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à faire semblant d'être heureux avec quelqu'un qui me fait me sentir si vide. Le message durait 5 minutes. 5 minutes pendant lesquelles mon fiancé me comparait à ma meilleure amie et me trouvait inférieur sur tous les points possibles. 5 minutes où il expliquait à quel point il était devenu dégoûté par notre relation, notre intimité, toute notre vie commune. J'ai besoin de savoir si ce qui s'est passé hier signifiait quelque chose pour toi aussi, ou si c'était juste un moment de faiblesse. Parce que si c'était réel, si tu ressens ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens, alors peut-être qu'on peut trouver une solution. Peut-être que je pourrais trouver le courage de rompre avec elle et de commencer quelque chose de vrai avec toi. Le message s'est terminé par « Je t'aime ». Pas de la façon dont je pensais l'aimer, mais je t'aime vraiment. Appelle-moi quand tu auras ça. Je suis restée assise là dans un silence total pendant je ne sais combien de temps, tenant mon téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe qui venait d'exploser entre mes mains.
L'appartement me semblait différent, plus petit, étouffant. Chaque meuble, chaque photo au mur, chaque souvenir partagé semblait contaminé par ce que je venais d'entendre. Ce n'était pas seulement une tromperie. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une destruction émotionnelle systématique, livrée de sa propre voix, avec ses propres mots, destinée aux oreilles de la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. J'ai regardé notre photo de fiançailles sur la table d'appoint, nous deux souriant comme des idiots, le bras de mon ami autour de mon épaule, nous trois serrés dans le cadre lors d'une fête l'année dernière. La même photo que j'avais regardée des milliers de fois avec seulement de la chaleur et de la gratitude. Maintenant, tout ce que je pouvais voir, c'était deux personnes qui m'avaient menti en plein visage tout en discutant de mon côté pathétique dans mon dos. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Après avoir fini de vomir, je me suis assise sur le sol de notre salle de bain pendant ce qui m'a semblé être des heures, repassant en boucle chaque mot de ce message. Le pire n'était pas seulement la trahison. C'était la façon dont ses observations étaient spécifiques et cruelles. Il n'avait pas juste dit qu'il ne m'aimait plus. Il avait disséqué systématiquement chaque aspect de ce que j'étais pour le juger insuffisant, prévisible, ennuyeux. Morte à l'intérieur quand je suis avec elle. Mécanique, fade. Ce n'étaient pas des mots prononcés sous le coup de la colère pendant une dispute. C'était une évaluation calculée de ma valeur en tant qu'être humain. Livrée avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui discute d'un repas décevant. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois, récemment, où j'avais essayé d'être plus spontané. Le mois dernier, je lui avais fait la surprise d'acheter des billets pour ce concert qu'il avait dit vouloir voir. Il avait semblé content mais distrait, vérifiant son téléphone tout au long du spectacle. Il y a 2 semaines, j'avais suggéré que nous essayions ce nouveau restaurant de sushi au lieu de notre habituelle pizza du vendredi soir. Il avait accepté, mais avait passé tout le dîner à le comparer défavorablement à des endroits où il était allé avec des collègues de travail. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas qu'il n'avait pas remarqué mes efforts. Il avait décidé que c'étaient les tentatives pathétiques d'une personne fondamentalement ennuyeuse essayant d'être intéressante. Chaque geste d'amour ou d'aventure n'était qu'une preuve supplémentaire de ma prévisibilité. Mais la comparaison avec elle, c'était ce qui me donnait l'impression que ma peau me grattait. Il avait parlé d'elle comme si elle était tout ce que je n'étais pas, vivante, intéressante, sexy d'une manière que je ne pourrais jamais être. Il l'avait regardée pendant que je parlais, avait fantasmé sur elle pendant qu'il me touchait. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de vendredis soirs avait-il échangé des regards entendus pendant que je divaguais sur ma journée? Combien de fois m'étais-je confié à elle sur notre couple alors qu'elle travaillait activement à le détruire? J'ai pensé à hier, mardi. Que s'était-il passé hier? J'avais fait une double garde pour remplacer une autre infirmière qui s'était portée pâle. Je n'étais rentré qu'après de 22 heures et il dormait déjà, ou faisait semblant de dormir. Elle avait dû venir pendant que j'étais au travail. Ils avaient dû être seuls dans notre appartement, dans notre espace, discutant de mon côté barbant avant de finalement céder à ce qui se construisait entre eux. Le baiser qu'il avait mentionné, je sais que je n'aurais pas dû t'embrasser, donnait l'impression qu'il en avait pris l'initiative, mais ensuite il avait dit, quand tu m'as rendu mon baiser, ce qui signifiait qu'elle y avait participé de son plein gré. Ce n'était pas une erreur d'ivresse ou un moment de faiblesse. C'étaient 2 personnes qui voulaient ça, qui planifiaient ça, peut-être depuis des mois. J'ai rampé jusqu'à notre chambre et j'ai regardé notre lit avec des yeux nouveaux. Avait-il été ici, sur des draps que j'avais lavés et des oreillers que j'avais tapotés? Mon fiancé et ma meilleure amie avaient-ils exploré leur attirance mutuelle tout en discutant de mes défauts? La bague de fiançailles à mon doigt me brûlait. J'en avais été si fier. Pas énorme ou tape à accent grave-l'œil, mais choisi avec soin. Il avait économisé pendant des mois pour l'acheter. Ou du moins, c'est ce qu'il m'avait dit. Maintenant, je me demandais s'il avait fantasmé de la passer au doigt de quelqu'un d'autre. La planification de notre mariage a soudainement pris une tournure cauchemardesque. Toutes ces soirées que nous avions passées à écrire les adresses sur les invitations, à goûter des gâteaux, à finaliser les détails. Faisait-il semblant tout en planifiant secrètement sa fuite? M'aidait-elle à organiser un mariage avec un homme qui avait déjà décroché émotionnellement? Je me suis souvenu qu'elle m'avait aidé à choisir les robes des demoiselles d'honneur à peine 2 semaines plus tôt. Nous avions passé un samedi entier à conduire vers 3 boutiques différentes pour essayer de trouver quelque chose qui aille bien aux 4 demoiselles d'honneur. Elle avait été si enthousiaste, si investie pour s'assurer que tout soit parfait.
Et pendant tout ce temps, elle prévoyait de me voler mon fiancé. Le plus cruel a été de réaliser que je n'avais personne à appeler. En cas de crise, elle était toujours mon premier appel. Quand ma grand-mère est morte l'année dernière, elle est arrivée à notre appartement en 20 minutes, me serrant dans ses bras pendant que je pleurais. Quand j'étais inquiète pour un patient ou stressée par le travail, elle m'écoutait pendant des heures et me donnait des conseils avisés. Maintenant, assise seule dans notre appartement, je comprenais que je venais de perdre 2 personnes en l'espace de 5 minutes. Mon fiancé et ma meilleure amie avaient systématiquement démantelé mon estime de moi tout au long de la période où je leur faisais totalement confiance. J'ai regardé autour de notre chambre, ses vêtements dans le placard, le livre que je lui avais acheté posé sur sa table de nuit, la photo de nous lors de notre voyage à la mer l'été dernier. Tout me semblait contaminé. Ce n'était plus chez moi. C'était un décor de théâtre où 2 personnes avaient joué la comédie de l'affection pour moi tout en tombant amoureux l'un de l'autre. Le pire, c'était que je pouvais déjà entendre leur justification. Ils diraient que c'est juste arrivé. Ils diraient qu'ils avaient lutté contre leurs sentiments. Ils diraient qu'ils n'avaient jamais voulu me blesser. Mais ce message racontait une autre histoire. Celle de quelqu'un qui analysait mes insuffisances depuis des mois, montant un dossier pour justifier pourquoi je méritais d'être jeté. J'ai réalisé que je portais toujours ma blouse de l'hôpital. J'avais toujours les cheveux attachés dans la même queue de cheval que j'avais portée pendant 12 heures en m'occupant des enfants des autres. Je ressemblais exactement à ce qu'il avait décrit, prévisible, ennuyeuse, exactement la même personne que j'étais il y a 4 ans. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'étais tout ce qu'il avait dit. Mais est-ce que cela signifiait que je méritais d'être humilié comme ça? Est-ce qu'être fade signifiait que je méritais que les 2 personnes que j'aimais le plus conspirent contre moi dans mon dos? Je ne pouvais pas rester dans cet appartement. Tout me semblait empoisonné. Le canapé où nous avions planifié notre avenir, la cuisine où nous avions cuisiné ensemble, la chambre où je remettais maintenant en question chaque moment intime que nous avions partagé. J'ai jeté quelques vêtements dans mon vieux sac de sport de l'université, j'ai attrapé mon ordinateur portable et mes manuels d'infirmière, et je suis parti avant qu'il ne rentre. J'ai roulé pendant 2 heures avant de finalement prendre une chambre dans un hôtel Formule 1 bon marché au bord de l'autoroute. La chambre était déprimante. Moquette tachée, néon clignotant, l'odeur de cigarette imprégnée partout. Mais elle était à moi. Pas de souvenirs partagés, pas d'espace contaminé, pas de rappel de la façon dont j'avais été profondément trompé. Allongé sur ce couvre-lit rugueux, j'ai repassé le message audio encore et encore, me torturant avec les mots spécifiques qu'il avait utilisés. Elle est exactement la même personne qu'il y a 4 ans. Plus rien ne me surprend. La façon méprisante dont il l'avait dit, comme si être constante était un défaut de caractère plutôt qu'une vertu. J'avais toujours pensé que la stabilité était quelque chose dont on pouvait être fier. Je me présentais à mes gardes, je payais mes factures à temps, je me souvenais des anniversaires, je tenais mes promesses. À l'école d'infirmière, on nous avait appris que la fiabilité était l'une des qualités les plus importantes dans le domaine de la santé. Les patients et leurs familles devaient pouvoir avoir confiance dans le fait que vous seriez là, que vous feriez ce que vous aviez dit que vous feriez. Mais pour lui, la fiabilité signifiait l'ennuyeux. La constance signifiait prévisible. Être la même personne dont il était tombé amoureux 4 ans plus tôt n'était pas la preuve d'un caractère authentique. C'était la preuve que j'avais échoué à évoluer vers quelqu'un digne de son intérêt continu. L'isolement était écrasant. Pendant 4 ans, chaque moment important de ma vie avait été partagé avec eux deux. Les bonnes nouvelles du travail, les drames familiaux, les frayeurs de santé, les célébrations. Ils étaient mes premiers appels, mon système de soutien intégré. Maintenant, j'étais complètement seul avec la pire chose qui me soit jamais arrivée. J'ai essayé de penser à d'autres amis que je pourrais appeler, mais notre cercle social tournait autour d'eux. Les gens avec qui je m'entendais bien au travail ne connaissaient pas ma vie personnelle. Mes amis d'université s'étaient éparpillés aux 4 coins du pays. Ma famille vivait à 1000 km de là et serait dévastée d'apprendre que leur futur gendre était un imposteur. Le mercredi matin est arrivé après une nuit sans sommeil et avec 17 appels manqués de sa part. J'avais mis mon téléphone sur silencieux mais je l'avais regardé s'allumer tout au long de la nuit. Au matin, il y avait 12 messages vocaux que je n'arrivais pas à écouter, et 43 SMS dont je pouvais voir les aperçus. Où es-tu? S'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Je peux tout expliquer.
Elle avait appelé 6 fois et envoyé une série de textos de plus en plus frénétiques. Je pouvais voir assez de l'aperçu pour savoir qu'elle jouait les victimes. J'ai besoin de t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. S'il te plaît, ne me déteste pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais je savais exactement ce que c'était. Je l'avais entendu de sa propre bouche, prononcé sur ce ton intime qu'il n'avait jamais utilisé avec moi. Le ton de quelqu'un qui partage sa vérité la plus profonde avec la personne qui compte vraiment pour lui. J'ai appelé mon travail pour me faire porter pâle, ce que je n'avais jamais fait en 3 ans, à moins d'être réellement malade. Ma supérieure a eu l'air inquiète. J'avais toujours été la fille fiable, celle qui couvrait les gardes des autres, pas celle qui avait besoin d'être remplacée. J'ai réussi à bredouiller quelque chose à propos d'une intoxication alimentaire, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser de questions. À midi, j'avais trouvé une petite chambre meublée à louer à la semaine dans une maison près de l'hôpital. La propriétaire était une femme âgée qui semblait s'être spécialisée dans l'hébergement de personnes en transition, divorce, perte d'emploi, vie qui s'effondre. La chambre était minuscule mais propre, avec un lit simple, un bureau et une salle de bain commune au bout du couloir. 200 € par semaine, charges comprises. J'ai déplacé mes quelques affaires du motel à ce nouvel espace et j'ai essayé de comprendre ce qui m'attendait. Le mariage était dans 6 semaines. Nous avions versé des acomptes pour tout. Le lieu, le traiteur, les fleurs, le photographe. Ma robe était suspendue dans le placard d'un appartement où je ne pouvais supporter d'entrer. Mais les considérations pratiques semblaient secondaires par rapport à la dévastation émotionnelle. Je continuais d'entendre sa voix décrire notre intimité physique comme mécanique et obligatoire. Depuis combien de temps simulait-il ? Combien de fois avais-je initié l'amour en pensant que nous étions connectés, alors qu'il se contentait de faire les gestes en pensant à elle ? Elle est juste tellement fade. Tellement lisse. Il n'y a pas de flamme, pas de spontanéité. Les mots tournaient en boucle dans mon esprit. Je pensais que notre relation était bâtie sur une véritable compatibilité et une affection profonde. Pour lui, apparemment, elle était bâtie sur mon incapacité à être quelqu'un de plus excitant. La comparaison était ce qui faisait le plus mal. Il n'avait pas seulement cessé de m'aimer, il était tombé amoureux d'elle, précisément parce qu'elle possédait toutes les qualités qu'il trouvait manquantes chez moi. Je ne le perdais pas seulement lui. J'étais remplacé par une version améliorée, par quelqu'un qui le faisait se sentir vivant d'une manière dont je n'avais jamais été capable. Ce soir-là, j'ai enfin écouté l'un de ses messages vocaux. Sa voix était paniquée, désespérée. Mon cœur, s'il te plaît. Je sais que tu as entendu le message. Il ne t'était pas destiné. Je suis tellement désolé. Je suis tellement, bon sang, tellement désolé. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse en parler. Ce n'est pas ce que tu crois, je te le promets. Je t'aime. Je t'aime tellement. S'il te plaît, ne disparais pas comme ça. Mais j'avais entendu ce que ça voulait dire. Je l'avais entendu dire à une autre femme, ma meilleure amie, qu'il se sentait mort à l'intérieur quand il était avec moi. Que notre relation physique était une corvée. Que j'étais ennuyeuse et prévisible et tout ce qu'il ne voulait pas chez une partenaire. Il n'y avait aucun contexte qui puisse rendre ces mots moins douloureux. Aucune explication qui puisse défaire la cruauté désinvolte de son jugement. Il avait révélé qui il était vraiment et comment il me voyait réellement. Et maintenant, il regrettait que je l'ai découvert. Le vendredi, les messages avaient dégénéré en un mode panique totale. Il s'est pointé à l'hôpital pendant ma garde, forçant la sécurité à l'escorter dehors quand j'ai refusé de le voir. Ma supérieure m'a prise à part, manifestement inquiète pour mon bien-être et pour les perturbations dans le service. Ces messages vocaux devenaient de plus en plus désespérés. S'il te plaît, juste 5 minutes. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. J'étais frustré et en colère à cause de trucs au boulot, et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu sais que je t'aime. Tu sais que notre couple est réel. Ne gâche pas 4 ans pour un message stupide. Mais ce n'était pas ce que j'avais entendu. J'avais entendu quelqu'un parler avec une honnêteté totale à la personne avec qui il voulait vraiment être. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, aucune frustration, juste une vérité brute et un désir dirigé vers ma remplaçante. Les messages de mon amie adoptaient une approche différente. Elle a envoyé une série de notes vocales que je me suis finalement forcé à écouter. Chacune plus manipulatrice que la précédente.
Je sais ce que ça a l'air d'être, mais il faut que tu comprennes. Il m'a embrassé. J'étais complètement sous le choc. Je l'ai repoussé immédiatement, mais il n'arrêtait pas de parler de son mal-être, à quel point il était confus. Je lui ai dit qu'il était ridicule, qu'il avait probablement juste peur avant le mariage. Et je te jure, sur la tête de ma mère, il ne s'est rien passé entre nous. Il m'a attrapé à un moment de vulnérabilité. Tu sais comment ça se passe avec mon boulot, et je n'ai pas bien géré la situation. Mais je n'ai jamais encouragé ça. Je ne te ferai jamais une chose pareille. Et pour finir, les choses qu'il a dites sur toi dans ce message. Il faut que tu saches que je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça. Je lui ai dit qu'il était cruel et stupide. Tu n'es pas ennuyeuse ou prévisible. Tu es stable et aimante, et tu représentes tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Il ne te mérite pas s'il ne peut pas voir ça. Le dernier message était le plus insultant de tous. Si elle avait vraiment été en désaccord avec son évaluation de moi, si elle lui avait vraiment dit qu'il était cruel, alors pourquoi le voyait-elle seul dans mon appartement? Pourquoi avait-elle rendu ce baiser? Pourquoi l'aidait-elle à planifier sa fuite de notre relation? Plus important encore, le fait qu'elle se sente assez à l'aise pour enregistrer ses mensonges élaborés me disait qu'elle pensait que j'étais assez stupide pour les croire. Après 15 ans d'amitié, elle pariait sur ma loyauté et ma naïveté pour se sortir de ce pétrin. Mais je n'étais plus cette personne. La nuit de mardi avait brûlé toute version de moi qui faisait confiance et pardonnait, cette version qui existait avant d'entendre ce message. La femme assise dans cette minuscule chambre louée était quelqu'un de plus dur, de plus sceptique, moins disposé à accepter des mensonges confortables. J'ai commencé à repenser aux derniers mois différemment. Son enthousiasme pour la préparation du mariage a pris une tournure sinistre. Recueillait-elle des informations quand elle m'aidait à choisir les robes des demoiselles d'honneur? S'imaginait-elle déjà porter du blanc sur mon lieu de réception? Je me suis souvenu d'elle me posant des questions détaillées sur notre intimité. À quelle fréquence vous faites l'amour? Tu penses qu'il est heureux? Tu n'as jamais envie de plus d'excitation? À l'époque, je pensais qu'elle était une bonne amie, s'intéressant à ma vie. Maintenant, je réalisais qu'elle menait l'enquête. Les dîners du vendredi soir, les week-ends, sa présence constante dans notre appartement. Elle ne passait pas de temps avec nous en tant que couple. Elle passait du temps avec lui, et il se trouvait que j'étais là. J'étais la troisième roue du carrosse de ma propre relation. Ses messages à lui sont devenus plus agressifs à l'approche du week-end. Je sais que tu reçois aussi ses messages à elle. N'écoute pas sa version de l'histoire. Elle essaie de sauver la face, mais elle voulait ça tout autant que moi. Peut-être plus. Elle flirte avec moi depuis des mois. Alors maintenant, ils se retournaient l'un contre l'autre. Chacun essayant de jeter l'autre sous le bus pour minimiser sa propre culpabilité. Il la dépeignait comme la séductrice. Elle le dépeignait comme l'agresseur. Les deux récits ignoraient commodément les mois d'infidélité émotionnelle et de sape systématique de mon estime personnelle. J'ai tapé et effacé une centaine de réponses à chacun d'eux. Une partie de moi voulait déchaîner toute ma rage, leur dire exactement ce que leur trahison m'avait coûté. Mais une plus grande partie de moi comprenait que leur répondre du tout leur donnerait ce qu'ils voulaient, un accès à moi, une chance de manipuler le récit, une opportunité de me faire douter de mes propres perceptions. Au lieu de ça, je me suis concentré sur les questions pratiques. J'ai appelé le domaine de notre mariage et j'ai expliqué qu'il y avait eu une urgence familiale. Les acomptes n'étaient pas remboursables, mais ils ont accepté de bloquer la date au cas où nous voudrions reporter. Je ne pouvais pas encore supporter de prononcer le mot « annulé ». J'ai contacté le photographe, le fleuriste, le traiteur. Chaque conversation était humiliante à sa façon. Ces gens s'étaient réjouis de notre mariage, s'étaient investis pour rendre notre journée spéciale. Maintenant, j'étais la femme dont le fiancé avait changé d'avis 6 semaines avant la cérémonie. L'appel le plus difficile a été pour mes parents. Je l'avais repoussé pendant des jours, mais ils devaient savoir avant de prendre la route depuis la Côte d'Azur. Ma mère a décroché à la deuxième sonnerie, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le mariage est annulé, ai-je réussi à dire avant de m'effondrer complètement. Que s'est-il passé, ma chérie? Vous vous êtes disputés? Comment pouvais-je expliquer que mon fiancé m'avait accidentellement envoyé un message vocal destiné à ma demoiselle d'honneur, détaillant à quel point il me trouvait repoussante et à quel point il la préférait, elle?
Comment pouvais-je dire à ma mère que l'homme qu'elle avait accueilli dans notre famille pensait que j'étais ennuyeuse, prévisible et morte de l'intérieur? Il a eu une liaison, ai-je fini par dire. C'était plus simple que toute la vérité, mais ça couvrait les faits essentiels. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, la voix de mon père en arrière-plan, une liaison? Ce salaud! Avec qui? A demandé doucement ma mère. Je ne pouvais pas prononcer son nom. Après 15 ans où ma mère l'avait traité comme une seconde fille, je ne pouvais pas être celle qui détruirait aussi cette relation-là. Quelqu'un en qui j'avais confiance, ai-je répondu avant de me remettre à pleurer. Le pire avec les traumatismes, c'est la façon dont ils réécrivent votre passé. Assise seule dans ma chambre louée, j'ai commencé à analyser chaque instant de notre relation à travers le prisme de son honnêteté brutale. Avais-je toujours été ennuyeuse? Y a-t-il eu un moment précis où il a décidé que je ne méritais plus son affection sincère? Je me suis souvenu de notre dîner d'anniversaire pour nos 3 ans, dans ce restaurant italien du centre-ville. J'avais porté une robe rouge achetée spécialement pour l'occasion, quelque chose de plus audacieux que mon style habituel. Pendant tout le dîner, il avait semblé distrait, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. Je lui avais demandé si tout allait bien, et il m'avait répondu que le travail le stressait. Maintenant, je me demandais, est-ce là que tout a commencé? M'avait-elle envoyé un SMS ce soir-là? Me comparait-il à une version fantasmée d'elle pendant que j'étais assise en face de lui, essayant d'être plus intéressante? La précision cruelle de ces mots me hantait. Elle est exactement la même personne qu'il y a 4 ans. J'avais pensé que la constance était une vertu, mais il la voyait comme une stagnation. Quand le fait de vouloir de la stabilité était-il devenu la preuve de mon insuffisance? J'ai commencé à faire une fixation sur les détails physiques, mécaniques, obligatoires. Depuis combien de temps nos moments intimes n'étaient-ils que des performances de sa part? J'ai rejoué les souvenirs récents avec cette nouvelle connaissance, et ils me semblaient tous contaminés. Chaque fois que j'avais initié un contact, chaque fois que j'avais pensé que nous nous connexions, était-il allongé là en pensant à elle? La comparaison était la partie la plus cruelle. Ce n'était pas seulement qu'il ne m'aimait plus. Il était tombé amoureux de quelqu'un qui incarnait tout ce qu'il trouvait manquant chez moi. Elle était vivante là où j'étais morte à l'intérieur. Elle était intéressante là où j'étais prévisible. Elle était sexy d'une manière qu'elle ne pourra jamais être. Je me suis surprise à étudier mon reflet de manière obsessionnelle, cataloguant toutes les façons dont je ne faisais apparemment pas le poids. Mes cheveux bruns que j'avais toujours trouvés jolis. Étaient-ils trop ordinaires? Ma préférence pour des vêtements confortables plutôt que tendance. Était-ce ce qui me rendait fade? Mon habitude de lui demander comment s'était passée sa journée et de partager la mienne. Étaient-ce là les mêmes conversations et qu'il trouvait si barbantes? Le pire, c'était que je pouvais comprendre son point de vue. Comparé à elle, j'étais probablement ennuyeuse. Elle travaillait de nuit dans un bar chic, elle avait des histoires sur des clients intéressants et des aventures folles. Elle sortait avec différents hommes, voyageait sur un coup de tête, avait une garde-robe pleine de vêtements que je n'aurais jamais la confiance de porter. J'étais une infirmière en pédiatrie qui se couchait tôt, économisait religieusement son argent et trouvait de la joie dans des soirées tranquilles à la maison. J'avais pensé qu'il appréciait ma stabilité, ma fiabilité, mon désir sincère de construire une vie ensemble. Au lieu de cela, il étouffait sous le poids de ma prévisibilité. Dès la 2e semaine, je souffrais d'insomnie. Je restais éveillé, repassant des moments de notre relation, les analysant pour trouver les signes que j'avais manqués. La fois où il avait suggéré qu'on fasse une pause dans nos dîners du vendredi soir avec elle. Était-ce de la culpabilité? La façon dont il s'était mis à travailler tard plus souvent. La rejoignait-il? Je me suis souvenu qu'elle m'avait demandé une fois si je n'étais jamais jalouse des autres femmes. Sur le moment, j'avais ri et répondu que je lui faisais totalement confiance. Elle m'avait lancé un regard bizarre et m'avait dit « Mais tu n'as jamais peur que quelqu'un de plus excitant fasse son apparition ?» J'avais pensé qu'elle était protectrice, qu'elle m'aidait à réfléchir aux menaces potentielles pour notre couple. Maintenant, je comprenais qu'elle ne m'avertissait pas de menaces hypothétiques. Elle testait ma conscience de la menace très réelle qu'elle représentait. L'isolement devenait insoutenable. J'avais bâti toute ma vie sociale autour d'eux. Et maintenant, je n'avais plus personne. Mes collègues de travail étaient sympathiques, mais n'étaient pas des amis intimes. Ma famille était inquiète, mais à 1000 kilomètres de là.
J'apprenais ce que signifiait être vraiment seul pour la première fois de ma vie d'adulte. J'ai commencé à faire des crises de panique au travail. De petites choses les déclenchaient. La notification d'un message vocal, voir un couple se tenir la main, entendre quelqu'un parler de ses préparatifs de mariage. Ma supérieure m'a suggéré de prendre quelques jours de repos, mais le travail était la seule chose qui me raccrochait à la réalité. Les questions ne cessaient de tourner dans ma tête. Depuis combien de temps parlait-il de moi dans mon dos? Combien de nos conversations entre amis avaient en réalité été des sessions de stratégie concernant mon couple? Quand elle me donnait des conseils relationnels, travaillait-elle secrètement à saper tout ce qu'elle était censée m'aider à réparer? Je pensais à toutes les fois où elle avait été seule avec lui pendant que je faisais des gardes de nuit. À toutes les fois où elle avait dormi sur notre canapé et où j'étais parti travailler le lendemain matin alors qu'ils dormaient encore tous les deux. À tous les détails intimes que j'avais partagés avec elle sur notre relation, nos problèmes, nos projets. Des informations qu'elle pouvait utiliser pour se positionner comme l'alternative parfaite. La trahison semblait infinie, se propageant à rebours sur des années de souvenirs et les empoisonnant tous. Chaque rire que nous avions partagé, chaque secret qu'elle m'avait gardé, chaque moment de soutien pendant les périodes difficiles. Tout cela était désormais suspect. Quelle part de notre amitié avait été réelle et quelle part avait été de l'espionnage? Mais la prise de conscience la plus dévastatrice, c'était que peut-être il avait raison à mon sujet. Peut-être que j'étais tout ce qu'il avait dit, ennuyeuse, prévisible, la même personne que j'étais il y a 4 ans. Peut-être que ce message n'était pas de la cruauté. Peut-être que c'était juste de l'honnêteté, délivrée au mauvais destinataire. Peut-être que je méritais d'être remplacé par quelqu'un de plus intéressant, de plus vivant, de plus digne d'un véritable désir. Peut-être que le problème n'était pas qu'il m'avait menti pendant des mois. Peut-être que le problème était que je n'avais jamais valu la peine qu'on me dise la vérité dès le départ. 3 semaines après avoir entendu ce message, j'ai finalement accepté de le voir. Pas parce que je voulais une réconciliation, mais parce que j'avais besoin de réponses aux questions qui me rongeaient de l'intérieur. Nous nous sommes retrouvés dans un café de l'autre côté de la ville, un endroit sans souvenir partagé à contaminer. Il avait l'air dans un état pitoyable, mal rasé, des cernes sombres sous les yeux, portant le même t-shirt qu'il avait depuis des années. Une partie de moi s'est sentie satisfaite de le voir souffrir. Une plus grande partie n'a rien ressenti du tout, ce qui m'a encore plus effrayé. Merci d'être venu, a-t-il commencé, tendant la main par-dessus la table comme s'il allait essayer de prendre la mienne. J'ai reculé instinctivement. J'ai besoin que tu m'expliques quelque chose, ai-je dit, à l'essentiel. Dans ce message, tu n'as pas juste dit que tu étais attiré par quelqu'un d'autre. Tu as fait une analyse détaillée de tout ce qui cloche chez moi en tant que personne. J'ai besoin de savoir si c'est vraiment comme ça que tu me vois. Il avait l'air mal à l'aise, remuant sur sa chaise. J'étais frustré ce jour-là. J'avais eu une réunion horrible avec mon patron et j'étais juste. Je ne sais pas. Je ne pensais pas clairement. Ne fais pas ça, les jeux coupés. J'ai gardé une voix stable bien que mes mains tremblent. Ce message n'était pas un coup de gueule sous le coup de la colère. Tu as parlé pendant 5 minutes de la façon dont je suis ennuyeuse et prévisible. Tu as comparé notre vie sexuelle à une corvée. Tu as dit que tu te sentais mort à l'intérieur quand tu étais avec moi. Ce ne sont pas des mots lâchés dans le feu de l'action. C'était ton évaluation honnête de qui je suis. Il a fixé sa tasse de café. Je n'ai jamais voulu que tu entendes ça. Mais tu pensais chaque mot quand tu lui as dit, à elle. Je me suis penché en avant. J'ai besoin de savoir. Depuis combien de temps ressens-tu ça pour moi? Depuis combien de temps fais-tu semblant sur toute la ligne? Je n'ai pas fait semblant. Arrête de mentir. Les mots sont sortis plus forts que je ne le voulais, poussant d'autres clients à regarder dans notre direction. J'ai baissé la voix. Je t'ai entendu lui dire que notre relation physique était mécanique et obligatoire. Je t'ai entendu dire que tu devais simuler l'intérêt et l'enthousiasme. Depuis combien de temps est-ce vrai? Il est resté silencieux un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Je ne sais pas peut-être. Peut-être 6 mois, peut-être plus longtemps. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était qu'une mauvaise passe, que l'étincelle reviendrait. Donc, tu es resté allongé dans mon lit, à me toucher, à me dire que tu m'aimais, tout en ne ressentant absolument rien. Ce n'était pas rien. Je t'aime. C'est juste.
Juste pas de la façon dont tu l'aimes, elle. Je ne posais pas de questions. J'énonçais un fait que nous savions tous les deux être vrai. Il a hoché la tête, l'air misérable. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal comme ça. Mais tu as voulu me faire du mal. Vous avez discuté de mes défauts pendant des mois, elle et toi. Tu as dit dans ce message qu'elle était tout ce que je n'étais pas, vivante, intéressante, sexy. Tu n'as pas trébuché sur cette comparaison par hasard. Tu l'as construite systématiquement. Elle n'a jamais rien dit de mal sur toi, a-t-il protesté. Elle n'arrêtait pas de me dire que j'avais tort, que tu étais génial. Tout en t'embrassant dans notre appartement, les jeux coupés. Tout en t'aidant à réaliser à quel point le vrai désir fait du bien. Tout en t'écoutant me décrire comme fade et ennuyeuse, et en étant suffisamment d'accord pour coucher avec toi quand même. Son visage a rougi. Nous n'avons pas couché ensemble. C'était juste ce baiser. Ne fais pas ça. J'ai levé la main. N'insulte pas mon intelligence plus que tu ne l'as déjà fait. Tu lui as dit que tu l'aimais. Tu as parlé de rompre avec moi pour commencer quelque chose de vrai avec elle. Ça n'arrive pas après un seul baiser impulsif. Il s'est affaissé sur sa chaise, abandonnant finalement la comédie. Nous n'avons pas planifié ça. C'est juste arrivé avec le temps. Nous avons essayé de lutter contre. Comme c'est noble de votre part à tous les deux. Le sarcasme m'a fait du bien. Comme si je retrouvais ma voix. Parle-moi de ce moment où vous avez essayé de lutter. Était-ce quand vous analysiez mes défauts de personnalité? Ou quand vous compariez mon corps au sien? Ou quand vous discutiez d'à quel point tu serais plus heureux sans moi? Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Je me suis levé, ne me souciant plus de savoir qui nous regardait. Tu ne m'as pas seulement trompé. Tu as fait de moi une blague, un problème à résoudre, un obstacle à ton bonheur. Tu as pris tout ce que je pensais de bon en moi et tu en as fait la preuve que je méritais d'être jeté. Il a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Je t'aime. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime vraiment. On ne peut pas essayer de surmonter ça? L'espace d'un instant, en le voyant pleurer, j'ai presque ressenti quelque chose qui ressemblait à de la compassion. C'était l'homme que j'avais prévu d'épouser, la personne à qui j'avais confié mon cœur et mon avenir. Mais ensuite, je me suis rappelé sa voix dans ce message, non pas triste ou tiraillée, mais excitée et vivante d'une façon qu'il n'avait apparemment jamais été avec moi. Non, ai-je dit simplement. Tu ne peux pas aimer quelqu'un pour qui tu as si peu de respect. Et je ne peux pas être avec quelqu'un qui me voit de la façon dont tu me vois. Le mariage, il n'y a pas de mariage. J'ai déjà commencé à tout annuler. J'ai pris mon sac à main. Une dernière question. Est-ce qu'elle t'a aidé à planifier cette conversation? Est-ce que vous avez discuté tous les deux de ce que tu allais dire pour me convaincre de te reprendre? Son silence valait toutes les réponses. Je suis sorti de ce café en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 semaines, de la clarté. Il avait confirmé tout ce que je soupçonnais, et même plus. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une erreur née de la confusion. C'était une liaison émotionnelle systématique, fondée sur le raccord mutuel selon lequel j'étais inadapté. Mais pour la première fois depuis que j'avais entendu ce message, je me suis demandé si peut-être, son évaluation de moi en disait plus sur lui que sur moi. Après avoir quitté le café, je me suis senti étrangement pleine d'énergie. Pendant des semaines, j'avais noyé dans le doute, me demandant si tout ce qu'il avait dit sur moi était vrai. Mais le voir essayer de minimiser et de manipuler ce que j'avais entendu m'a donné une perspective différente. Ce n'était pas quelqu'un dont je devais valoriser l'opinion. C'était quelqu'un qui avait passé des mois à me mentir effrontément tout en complotant sa fuite. J'ai décidé que j'avais besoin de comprendre l'ampleur totale de leur tromperie. Si j'allais reconstruire ma vie, j'avais besoin de savoir exactement sur quelle ruine je reconstruisais. J'avais toujours accès à notre compte de stockage cloud partagé. Des photos, des documents, tout ce que nous avions accumulé en 4 ans ensemble. Je l'avais évité, effrayé par ce que je pourrais y trouver. Mais maintenant, j'étais prête à affronter la vérité. Ce que j'ai découvert était pire que ce que j'avais imaginé. Dans un dossier intitulé « Truc de boulot, sa cachette intelligente », j'ai trouvé des mois de capture d'écran de conversation entre eux. Pas le fil de discussion lui-même, mais des captures d'écran qu'elle lui envoyait de nos conversations à elle et moi,
avec ses commentaires ajoutés. 15 mars. Une capture d'écran de moi lui envoyant un texto pour lui dire que j'étais inquiète car il semblait distant dernièrement. Sa réponse à lui, elle est tellement en demande. Elle ne peut pas juste te donner de l'espace sans ramener ça à ses insécurités? 2 avril. Une capture d'écran de moi lui demandant conseil pour lui faire une surprise pour son anniversaire. Sa réponse, mon Dieu, elle essaie tellement. C'est presque triste. Tout ce truc de la surprise, c'est tellement prévisible. 20 avril. Une capture d'écran de moi me confiant que notre relation physique semblait bizarre dernièrement, lui demandant si elle pensait que c'était normal pour les couples de traverser des périodes de vide. Sa réponse, peut-être qu'il s'ennuie juste. Certaines personnes ont besoin de plus d'excitation que d'autres. Je suis restée assise dans ma petite chambre, fixant des mois de preuves que ma meilleure amie m'avait systématiquement sapé tout en faisant semblant de m'offrir du soutien. Chaque moment de vulnérabilité que j'avais partagé avec elle, chaque insécurité que je lui avais confiée, chaque conseil relationnel que je lui avais demandé, elle l'avait transformé en munition contre moi. Mais les captures d'écran ont révélé autre chose. Mon instinct ne m'avait pas trompé. J'avais remarqué sa distance. J'avais senti que quelque chose n'allait pas. J'avais essayé de régler les problèmes de notre couple. Je n'étais pas la partenaire inconsciente et complaisante que le récit dépeignait. J'étais quelqu'un à qui l'on avait lavé le cerveau pour le faire douter de ses propres perceptions. Les commentaires devenaient plus cruels au fil des mois. En juin, elle se moquait ouvertement de mes tentatives de renouer avec lui. 10 juin. Capture d'écran de moi suggérant de planifier un petit week-end. Sa réponse, elle pense vraiment qu'un changement de décor va réparer ce qui cloche dans sa personnalité. 25 juin. Capture d'écran de moi lui demandant si elle pensait que je devrais être plus spontanée. Sa réponse, tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à être intéressant. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Mais la découverte la plus destructrice se trouvait dans un dossier intitulé « Projet d'avenir ». Ils planifiaient leur vie ensemble pendant que je planifiais notre mariage. Des annonces d'appartements dans d'autres quartiers. Des captures d'écran de destination de vacances. Même une liste des pour et contre concernant le timing. Quel serait le meilleur moment pour rompre avec moi? Sous au contre, ils avaient listé, à compte du mariage déjà payé, ses parents m'aiment beaucoup, ça pourrait faire mauvais genre au boulot. Sous ou pour, on pourra enfin être honnête, plus besoin de faire semblant, elle s'en remettra, elle est plus forte qu'elle ne le pense. Ils avaient réduit la destruction de ma vie à une analyse coût-bénéfice. Ma dévastation émotionnelle était un dommage collatéral acceptable tant que le timing les arrangeait. J'ai trouvé des brouillons de la conversation qu'ils prévoyaient d'avoir avec moi. Plusieurs versions, peaufinées sur des semaines. Version 1, je pense qu'on s'est éloigné. On devrait peut-être repousser le mariage. Version 2, je me sens confus à propos de nous ces derniers temps. J'ai besoin de temps pour faire le point. Version 3, je ne pense pas être prêt pour le mariage. C'est pas toi, c'est moi. Chaque version était conçue pour me faire culpabiliser tout en lui donnant la liberté de la poursuivre, elle. Ils avaient élaboré différentes façons de me détruire tout en conservant leur supériorité morale. Mais le dernier document de ce dossier a tout changé. C'était un brouillon de SMS qu'elle avait écrit mais jamais envoyé. Daté de 2 jours avant son message vocal accidentel. Je ne peux plus te regarder faire semblant d'être heureux avec elle. Ce n'est juste pour aucun de nous. Elle mérite quelqu'un qui veut vraiment être avec elle. Et tu mérites d'être avec quelqu'un qui te fait te sentir vivant. C'est peut-être le moment d'arrêter d'être un lâche et de lui dire la vérité. Elle n'avait pas été une victime passive de ses avances. C'était elle qui le poussait à mettre fin à notre relation. C'était elle qui l'encourageait à arrêter de faire semblant d'être heureux avec moi. La femme à qui j'avais confié mes secrets les plus profonds, qui m'avait tenu dans ses bras pendant que je pleurais la mort de ma grand-mère, qui devait être mon témoin de mariage. Elle avait travaillé activement à détruire mon couple tout en me réconfortant sur les problèmes mêmes qu'elle contribuait à créer. J'ai alors réalisé que son évaluation de moi comme quelqu'un d'ennuyeux et imprévisible n'était pas une vérité objective. C'était un récit qu'ils avaient construit ensemble pour justifier leur trahison. Ils avaient besoin que je sois inadapté pour que leur liaison semble légitime et justifiée plutôt qu'égoïste. Mais en regardant ces conversations, je pouvais voir quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Je n'avais pas été le problème dans notre couple. J'avais été la solution qu'ils étaient déterminés à rejeter.
J'avais remarqué sa distance et j'avais essayé d'en parler. J'avais senti que notre connexion s'estompait et j'avais fait des efforts pour la raviver. Je m'étais montré vulnérable sur mes insécurités et j'avais cherché l'aide de quelqu'un en qui j'avais confiance. J'avais fait tout ce qu'un partenaire aimant devrait faire face aux défis d'une relation. Leur complot n'avait pas été nécessaire parce que j'échouais. Il avait été nécessaire parce que je réussissais. Parce que malgré leurs mois de sabotage, j'essayais toujours de sauver ce que nous avions. Pour la première fois en un mois, j'ai ressenti autre chose que de la honte et du doute. J'ai ressenti de la rage. Une rage pure, nette, clarifiante, envers deux personnes qui avaient passé des mois à me torturer psychologiquement tout en faisant semblant de m'aimer et de me soutenir. Ils ne m'avaient pas seulement trahi. Ils m'avaient rendu complice de ma propre destruction en transformant ma meilleure amie en une arme contre mon couple et mon estime de moi. Mais ils avaient aussi fait une erreur cruciale, ils avaient tout documenté. La rage était différente du désespoir dans lequel je m'étais noyé pendant des semaines. Elle était énergisante, clarifiante, presque grisante après tant de doutes. Pour la première fois depuis que j'avais entendu ce message vocal, je me sentais à nouveau moi-même, ou peut-être comme une version plus forte de moi-même dont j'ignorais l'existence. J'ai passé le week-end à annuler méthodiquement chaque aspect de notre mariage. Pas avec la honte et l'embarras que je ressentais avant, mais avec la satisfaction de démanteler quelque chose qui avait été bâti sur des mensonges. La directrice du domaine a été étonnamment compréhensive quand j'ai expliqué qu'il y avait eu une grave trahison de confiance. Elle a même proposé de rédiger une lettre confirmant que l'annulation était due à l'infidélité du marié, ce qui pourrait aider pour les réclamations d'assurance sur les acomptes non remboursables. La photographe s'est montrée moins compatissante quant à la perte de la réservation, mais a accepté d'utiliser la moitié de notre acompte pour une séance de portrait si jamais je voulais des photos professionnelles pour moi-même. Les photos de rupture deviennent très populaires, m'a-t-elle dit. Très valorisantes. Je me suis surprise à rire de ça. À rire vraiment, pour la première fois en un mois. L'idée de faire une séance photo pour célébrer ma liberté vis-à-vis de quelqu'un qui me trouvait ennuyeuse m'a soudain semblé géniale. Mais le véritable tournant s'est produit lorsque j'ai appelé ma supérieure à l'hôpital. J'appréhendais cette conversation, m'attendant à de la pitié ou à des questions gênantes sur ma vie personnelle. Au lieu de cela, elle a dit quelque chose qui m'a stoppé net. Je suis désolé que vous traversiez ça, mais je dois dire que vous semblez plus vous-même cette semaine que vous ne l'avez été depuis des mois. Plus confiante, plus présente avec les patients. Quoi que vous soyez en train de traverser, cela fait ressortir quelque chose de bon en vous. Plus vous-même. Cette phrase a résonné dans mon esprit tout le week-end. Il m'avait critiqué pour être exactement la même personne qu'il y a 4 ans, comme si c'était la preuve de mon incapacité à évoluer. Mais peut-être qu'être la même personne signifiait que je n'avais jamais perdu de vue qui j'étais vraiment, malgré des mois de manipulation psychologique subtile conçue pour me faire douter de moi-même. J'ai commencé à penser à la femme que j'étais avant que notre relation ne commence à se détériorer. Je me suis souvenu d'être confiante au travail, de me faire facilement des amis, d'avoir des opinions et des intérêts qui ne nécessitaient pas son approbation. Quand avais-je commencé à tout remettre en question, à demander sa permission pour des décisions que j'étais parfaitement capable de prendre seul? J'ai réalisé que ça avait été graduel, si subtil que je ne l'avais pas remarqué. Une remarque désobligeante par-ci, un manque d'enthousiasme par-là, m'entraînant lentement à chercher son approbation et à douter de mes propres instincts. Une manipulation émotionnelle classique déguisée en dynamique de couple normal. Le lundi matin, je suis arrivé au travail avec une énergie différente. Au lieu de cacher ma situation, j'étais honnête quand mes collègues me demandaient comment j'allais. Mon fiancé a eu une liaison avec ma meilleure amie, alors je recommence à zéro, disais-je de manière factuelle. Ça a été difficile, mais je découvre sur moi-même des choses que j'avais oubliées. Les réactions m'ont surprise. Au lieu de pitié, j'ai reçu du respect. Au lieu d'un silence gêné, j'ai eu droit à des histoires. D'autres personnes qui avaient survécu à des trahisons, qui avaient reconstruit leur vie, qui avaient découvert une force qu'elles ne soupçonnaient pas. Ma collègue du service de réanimation néonatale, quelqu'un que j'avais toujours admiré mais que je connaissais à peine personnellement, m'a invité à déjeuner. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a 5 ans, m'a-t-elle raconté. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée, bien que je ne pouvais pas le voir à l'époque. Tu veux savoir ce que j'ai appris? Autour d'une salade et de sandwichs, elle m'a parlé de la liaison de son ex-mari et de la façon dont cela l'avait poussé à reprendre ses études pour obtenir un diplôme supérieur,
a accepté une promotion pour laquelle elle ne se serait jamais crue qualifiée. Et finalement a rencontré quelqu'un qui appréciait réellement son ambition au lieu de s'en sentir menacée. Le plus dur, a-t-elle dit, a été de réaliser à quel point je m'étais effacé pour qu'il reste à l'aise. Quand cette relation s'est terminée, j'ai dû me rappeler qui j'étais avant de commencer à méditer pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. Cette phrase m'a frappé comme la foudre. Méditer pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que j'avais fait. Quelque part en cours de route, j'avais cessé d'être moi-même pour devenir sa version d'une petite amie acceptable. Plus silencieuse, moins exigeante, plus accommodante. J'ai pensé à mes anciens passe-temps qui avaient progressivement disparu. J'avais l'habitude de peindre à l'aquarelle le dimanche matin, mais il avait fait des commentaires sur l'odeur de la peinture et le désordre sur la table de la cuisine. J'avais l'habitude d'aller à des clubs de lecture et à des événements communautaires, mais il avait toujours autre chose qu'il voulait que nous fassions ensemble. J'avais l'habitude de m'exprimer davantage au travail, mais il faisait des blagues sur le fait que je prenais mon boulot trop au sérieux. Petit à petit, je m'étais rétréci pour m'adapter à ses préférences, et ensuite il m'avait critiqué pour être si petite. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à un magasin de matériel d'art et j'ai acheté de la peinture aquarelle, des pinceaux et du beau papier. Je me suis installé au petit bureau de ma chambre de location et j'ai peint pendant 3 heures. Des formes abstraites dans des couleurs vives. Rien de figuratif, juste l'expression pure de sentiments. J'avais l'impression de revenir à la vie. J'ai commencé à faire d'autres petits changements. J'ai acheté des vêtements qui me plaisaient, au lieu de vêtements dont je pensais qu'ils les approuveraient. J'ai fait des projets avec des collègues de travail que j'avais toujours voulu mieux connaître. Je me suis inscrite à un cours de poterie le jeudi soir, quelque chose que j'avais dit vouloir essayer depuis des années, mais que je n'avais jamais priorisé. Surtout, j'ai arrêté de vérifier obsessionnellement mon téléphone pour voir s'il y avait des messages de lui ou d'elle. J'avais bloqué leurs 2 numéros après avoir trouvé ces captures d'écran, et le silence ressemblait à de la liberté plutôt qu'à un abandon. Pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je ne pleurais pas la perte de notre relation. Je célébrais ma propre redécouverte. 6 semaines après avoir entendu ce message vocal, quelque chose de remarquable s'est produit, j'ai obtenu une promotion. Le poste d'infirmière en chef en réanimation pédiatrique s'était libéré de manière inattendue, et ma supérieure m'avait recommandé. Le processus d'entretien a été rigoureux, mais je l'ai abordé avec une confiance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Vous avez fait preuve d'une résilience et d'une évolution remarquable au cours du mois dernier, a déclaré le chef de service lors de mon dernier entretien. Vos collègues parlent en très bons termes de votre leadership dans les situations difficiles, et vos résultats avec les patients ont toujours été exemplaires. Quand ils m'ont offert le poste, j'ai failli pleurer. Non pas à cause du stress ou de l'émotion, mais de pure fierté. C'était quelque chose que j'avais mérité par ma propre compétence et mon propre caractère, pas quelque chose qui dépendait de l'approbation ou de la validation de quelqu'un d'autre. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative, suffisamment pour que je puisse m'offrir mon propre appartement de 2 pièces près de l'hôpital. En signant le bail, j'ai réalisé que c'était le premier espace de vie en 4 ans qui était entièrement à moi. Pas de décision partagée, pas de compromis, pas besoin de marcher sur des œufs pour ménager les préférences de quelqu'un d'autre. Je l'ai meublé exactement comme je le voulais, des couleurs vives, des plantes partout, un coin dédié à la peinture avec une bonne lumière naturelle. Les murs étaient couverts de mes œuvres, de photos de ma famille et de citations inspirantes qui signifiaient réellement quelque chose pour moi. Cela ressemblait à la manifestation physique de la reconquête de mon identité. Mais la véritable révélation est venue de mes interactions avec de nouvelles personnes qui n'avaient aucune idée préconçue de ce que j'étais censé être. Au cours de poterie, j'ai été surprise de découvrir que les autres élèves me trouvaient drôle. Pas d'une manière autodéréciative, mais sincèrement spirituelle et captivante. La professeure, une femme d'une 60aine d'années qui enseignait depuis des décennies, m'a prise à part après le 3e cours. Vous avez de merveilleux instincts créatifs, a-t-elle dit en examinant un vase asymétrique. Mais plus que cela, vous apportez une énergie tellement positive au groupe. Avez-vous déjà envisagé d'enseigner? Vous seriez merveilleuse avec les enfants. J'ai commencé à faire du bénévolat pour donner des cours d'art dans un centre communautaire le week-end. Les enfants adoraient mon énergie et mon enthousiasme. Des qualités qui avaient apparemment toujours été là, mais qui avaient été systématiquement diminuées dans mon ancienne relation. Au travail, mon nouveau rôle a révélé des capacités de leadership que j'ignorais posséder.
face aux situations de crise, j'étais calme et décisive. Lorsqu'il s'agissait d'arbitrer des conflits entre membres du personnel, j'étais diplomate mais ferme. Quand il fallait réconforter des familles confrontées à leurs pires cauchemars, j'étais compatissante mais forte. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 3 ans, à vos débuts, a observé mon ancienne supérieure. Il y a quelque chose de différent chez vous. Plus confiante, plus sûre de vous. Mais j'étais la même personne. C'était ça, la magnifique prise de conscience. J'étais exactement celle que j'avais toujours été, sous toutes ces couches de doutes et d'hésitations. La différence, c'était que je ne me filtrais plus à travers le prisme critique de quelqu'un d'autre. Les peintures à l'aquarelle que j'avais commanditées comme une thérapie ont évolué vers quelque chose de plus sérieux. J'ai commencé à vendre des œuvres dans des foires d'art locales et j'ai même été commissionné pour peindre une fresque murale dans l'aile pédiatrique de l'hôpital. Les petits patients adoraient me regarder travailler, et j'adorais leur enthousiasme décomplexé pour la couleur et la créativité. 3 mois après la rupture, je suis tombé sur lui dans un supermarché. J'avais redouté ce moment, imaginant à quel point ce serait gênant et douloureux. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une vague curiosité pour quelqu'un qui avait autrefois compté pour moi. Il avait l'air pire que lorsque je l'avais vu au café. Plus maigre, fatigué, en quelque sorte diminué. Il s'est approché de moi avec prudence, comme si je risquais de m'enfuir ou de faire un scandale. « Tu as l'air. » A-t-il commencé, puis il a semblé chercher ses mots. « Tu as l'air vraiment bien. »« Heureuse. »« Je suis heureuse, » ai-je dit simplement, et je le pensais totalement. « Je voulais te parler, » a-t-il poursuivi. Pour m'excuser correctement. Ce que nous avons fait était mal, et la façon dont nous l'avons fait était cruelle. Tu méritais tellement mieux. J'ai étudié son visage, cherchant l'homme que j'avais autrefois aimé, celui que j'avais prévu d'épouser. Il était là, mais en quelque sorte plus petit que dans mes souvenirs. Avait-il toujours été ainsi, ou ma perception de lui avait-elle été gonflée par mon besoin de son approbation? Merci, ai-je répondu. J'apprécie. Il a semblé surpris par ma réponse calme. Comment vas-tu? Vraiment? Vraiment? Je vais mieux que depuis des années. Ma promotion au travail se passe bien. Je peins à nouveau. J'ai de nouveaux amis. Je découvre qui je suis quand je n'essaie pas d'être la version parfaite de quelqu'un d'autre. Quelque chose a traversé son visage. Du regret, peut-être, ou la reconnaissance de ce qu'il avait perdu. J'ai entendu parler de la promotion. C'est formidable. Tu le mérites. Il a fait une pause. J'ai aussi entendu parler des cours d'art et de la fresque. J'ai toujours su que tu étais talentueuse, mais tu n'as jamais semblé si intéressée à poursuivre ça sérieusement. J'étais intéressé, ai-je dit doucement. Mais quelqu'un m'a convaincu que ce n'était pas assez pratique ou important pour en faire une priorité. Il a eu la décence d'avoir l'air honteux. C'est moi qui ai fait ça, n'est-ce pas? Nous l'avons fait tous les deux. J'ai accepté de me rendre plus petite pour te garder à l'aise, et tu m'y as encouragé parce que ça te donnait l'impression d'être plus important. J'ai passé mon panier de courses sur mon autre bras. Mais ce n'est pas entièrement de ta faute. C'est moi qui ai fait ces choix. Est-ce que tu? Il a hésité. Est-ce que tu vois quelqu'un? La question m'a surprise par le peu d'effet qu'elle me faisait. Je me concentre sur moi-même en ce moment. J'apprends que j'apprécie vraiment ma propre compagnie. Et elle, ai-je demandé, non pas parce que je m'en souciais profondément, mais par curiosité de savoir comment se passait leur grande histoire d'amour. Son expression s'est assombrie. Nous avons rompu il y a 2 mois. J'ai senti un petit sourire de satisfaction étirer mes lèvres. Que s'est-il passé? Il s'avère, a-t-il dit amèrement, qu'elle est plutôt dramatique, très exigeante, et elle s'attendait à ce que je change complètement ma vie en fonction de son emploi du temps et de ses préférences. Il s'est repris. Je suppose que j'ai finalement compris à quel point il est injuste d'attendre de quelqu'un qu'il soit différent de ce qu'il est vraiment. J'ai failli rire. Il avait découvert que la femme excitante et imprévisible pour laquelle il m'avait quitté était en fait juste difficile à vivre. Les qualités qu'il avait trouvées si séduisantes de loin étaient devenues épuisantes quand il avait fallu vivre avec au quotidien. Je suis désolé que ça n'ait pas marché, ai-je dit, me surprenant à le penser. Non pas parce que je le voulais de retour, mais parce que je lui souhaitais sincèrement du bien. Est-ce que tu penses, a-t-il commencé,
avant de s'arrêter. Laisse tomber. Quoi? Est-ce que tu penses qu'il y a une chance pour nous? Je sais que je t'ai blessé, mais je réalise maintenant ce que j'ai perdu. Tu es une femme extraordinaire, et j'ai été trop stupide pour le voir. Pendant un instant, j'ai ressenti un tiraillement familier. La vieille habitude de vouloir réparer les choses, de rendre les autres heureux, d'être compréhensive et indulgente. Mais ensuite, je me suis souvenu de celle que j'étais devenue ces derniers mois, et ce sentiment est passé. Je pense que tu as besoin de découvrir qui tu es et ce que tu veux vraiment, ai-je dit gentiment. Parce que la personne dont tu es tombé amoureux n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que tu as décidé d'être malheureux et que tu m'as ensuite reproché ton malheur. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis retourné. Pour ce que ça vaut, je vous pardonne à tous les deux. Pas parce que vous le méritez, mais parce que porter cette colère empoisonnait ma joie. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. En marchant vers ma voiture, j'ai réalisé que quelque chose de profond venait de se produire. J'avais fait face à la personne dont l'opinion définissait autrefois mon estime de moi, et je m'étais senti totalement en sécurité dans ce que j'étais, avec ou sans son approbation. Cette nuit-là, j'ai peint jusqu'à l'aube. Des coups de pinceau audacieux et confiants, et des couleurs qui me rendaient heureuse. Je n'étais plus la femme trop ennuyeuse et prévisible pour retenir l'attention d'un homme. J'étais quelqu'un de tout à fait nouveau, construite à partir de la force que j'avais découverte au plus bas de ma vie. 8 mois après que ce message vocal dévastateur a changé ma vie, j'ai reçu un appel inattendu d'une ancienne amie commune. Elle se mariait et voulait me prévenir que mon ex-fiancé et mon ancienne meilleure amie étaient tous deux invités au mariage. Plus important encore, elle voulait que je sache qu'ils venaient accompagnés. Avec des personnes différentes, a-t-elle précisé. Ils ont rompu il y a des mois, et apparemment ça s'est très mal terminé. Je pensais que tu devais le savoir au cas où tu voudrais éviter des rencontres embarrassantes. Je l'ai remercié pour l'avertissement, mais j'ai réalisé avec surprise que la nouvelle ne m'affectait presque pas. Je ressentais une vague curiosité sur la façon dont leur grande romance avait implosé, mais ni satisfaction ni esprit de vengeance. Ils étaient devenus des personnages d'une histoire qui n'avait plus aucune incidence sur ma vie réelle. Quelques jours plus tard, cette même amie m'a rappelé avec des potins qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de partager. Je ne devrais probablement pas te dire ça, a-t-elle commencé, ce qui signifiait immédiatement qu'elle allait absolument me le dire. Mais j'ai appris par quelqu'un qui travaille avec lui qu'il s'est plaint à quel point elle était instable et exigeante. Apparemment, elle voulait qu'il emménage avec elle immédiatement, qu'il quitte son boulot pour voyager avec elle, et elle devenait jalouse dès qu'il parlait à d'autres femmes. L'ironie était si parfaite que ça semblait presque scénarisé. Il m'avait quitté parce que j'étais ennuyeuse et prévisible, seulement pour découvrir qu'elle est excitante et elle imprévisible l'était épuisant à vivre au quotidien. La femme qu'il avait louée pour sa spontanéité s'était avérée impulsive et contrôlante. Et écoute bien ça, a continué mon ami. Elle a raconté à tout le monde qu'il était émotionnellement indisponible et phobique de l'engagement. Apparemment, elle s'attendait à ce qu'il la demande en mariage après 3 mois, et quand il a dit que c'était trop tôt, elle l'a accusé d'être encore amoureux de toi. Je me suis surprise à rire sincèrement de cette révélation. Après avoir passé des mois à saper systématiquement mon couple et mon estime personnelle pour justifier leur liaison, ils avaient découvert qu'ils ne s'aimaient pas vraiment l'un l'autre lorsqu'ils étaient forcés d'être ensemble honnêtement. La meilleure partie, a-t-elle conclu, c'est qu'elle a essayé de contacter nos amis communs pour les forcer à choisir un camp. Mais personne ne veut s'en mêler parce que tout le monde sait ce qu'ils t'ont fait. Elle est devenue une vraie paria. Cette information m'a tout de même donné un petit sentiment de justice. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que voir les actes avoir des conséquences donnait l'impression qu'un équilibre cosmique avait été restauré. Mais la véritable confirmation de mon évolution a eu lieu quelques semaines plus tard, lorsque je l'ai croisée dans un café du centre-ville. Je retrouvais une nouvelle amie, quelqu'un de mon cours de poterie avec qui j'étais devenu vraiment proche. C'est là que je l'ai repérée, assise seule à une table dans un coin, l'air misérable. L'espace d'un instant, nos regards se sont croisés. J'ai vu de la reconnaissance, de la honte, et quelque chose qui ressemblait peut-être à de la nostalgie. Elle avait l'air de vouloir m'approcher, peut-être pour s'excuser, s'expliquer ou implorer mon pardon. 1 an plus tôt, je me serais senti obligé d'aller vers elle, de l'écouter, d'essayer de comprendre son point de vue et peut-être de reconstruire notre amitié. La partie de moi qui voulait toujours faire plaisir se serait convaincue que le pardon impliquait la réconciliation. Au lieu de cela, je lui ai adressé un signe de tête poli.
ni hostile, ni chaleureux, juste la reconnaissance que nous étions deux personnes qui s'étaient connues autrefois, et j'ai continué ma conversation avec mon amie. Plus tard, au moment où nous partions, elle est venue m'aborder. « Est-ce qu'on peut parler ?» a-t-elle demandé, la voix petite et incertaine. « Je ne pense pas que ce serait productif pour aucune de nous deux, » ai-je répondu calmement. « J'espère que tu vas bien. » Elle a semblé abasourdie par ma réponse, comme si elle s'était attendue soit à de la colère, soit à un pardon automatique. L'idée que je puisse simplement être indifférente à son égard semblait ne pas lui avoir effleuré l'esprit. « Je veux juste que tu saches, » a-t-elle dit rapidement, « que je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. J'étais perdu et stupide. Et je l'ai regretté chaque jour depuis. Je te crois, ai-je dit. Et c'était vrai. Mais ça ne change rien. Ce que tu as fait a révélé qui tu es en tant que personne, et ce n'est pas quelqu'un que je veux dans ma vie. Mais on a été amis pendant 15 ans, a-t-elle supplié. Ça ne compte pas? Ça compte pour m'avoir appris une leçon importante sur la différence entre quelqu'un qui agit comme une amie et quelqu'un qui en est vraiment une. J'ai fait une pause, ne voulant pas être cruel, mais ayant besoin d'être clair. Une vraie amie n'aurait pas passé des mois à me saper psychologiquement tout en faisant semblant de me soutenir. Elle s'est mise à pleurer, et j'ai ressenti un élan familier de compassion. Mais je me suis aussi souvenu des captures d'écran de nos conversations, de ses commentaires moqueurs sur mon besoin d'affection et sur mes tentatives d'améliorer mon couple, de ses encouragements actifs quand il me critiquait. Je ne suis plus la même personne qu'à l'époque, a-t-elle dit à travers ses larmes. Te perdre, le perdre lui, perdre les amis qui ont découvert ce qu'on avait fait. Ça m'a fait réaliser à quel point j'ai été terrible. J'ai commencé une thérapie pour travailler sur moi. C'est une bonne chose, ai-je dit sincèrement. J'espère que la thérapie t'aidera à comprendre pourquoi tu as pensé qu'il était acceptable de trahir quelqu'un qui te faisait une confiance aveugle. Mais ce travail, il est pour toi, pas pour moi. En m'éloignant de cette rencontre, j'ai réalisé que quelque chose de profond avait changé en moi. Je n'avais plus besoin d'être indispensable. Je ne me sentais plus responsable du confort émotionnel des autres au détriment de mon propre bien-être. Je pouvais reconnaître sa douleur sans me sentir obligé de la soulager. La femme que j'étais devenue au cours de ces 8 mois n'aurait pas été reconnaissable pour la personne qui avait reçu ce message vocal dévastateur. Cette ancienne femme avait si peur de ne pas être aimée, était si désespérée d'être approuvée, si convaincue que sa valeur dépendait du bonheur des autres avec elle. La femme d'aujourd'hui connaissait sa propre valeur et n'avait pas besoin de validation externe pour se sentir entière. Cette femme avait posé des limites et les faisait respecter sans culpabilité. Cette femme avait compris que le pardon n'exigeait pas la restauration d'une relation. Ce soir-là, j'ai ajouté une nouvelle toile à ma collection grandissante. Celle-ci représentait un papillon émergeant d'une chrysalide, entouré de couleurs vives et audacieuses qui représentaient toute la joie que j'avais découverte dans ma propre compagnie. Je n'étais plus la femme qui avait été trop ennuyeuse pour retenir l'intérêt de quelqu'un. J'étais quelqu'un qui avait appris qu'être intéressante pour moi-même était plus important qu'être intéressante pour quelqu'un incapable d'apprécier ma valeur. J'étais quelqu'un qui avait transformé la pire trahison de sa vie en la fondation pour devenir la version la plus authentique d'elle-même. 1 an après avoir reçu ce message vocal qui a détruit ma vie pour mieux la reconstruire, j'étais assise dans mon atelier d'art, la chambre d'amis de mon magnifique appartement de 2 pièces, en train de mettre la touche finale à un tableau commandé par le conseil d'administration de l'hôpital. Ils voulaient une œuvre pour le nouveau centre de conseil familial, et ils avaient spécifiquement demandé mon travail. Le tableau s'intitulait « Croissance après la tempête ». Des silhouettes abstraites dans des tons doux de bleu et de gris se transformant progressivement en jaune et orange éclatants. Cela représentait exactement ce que j'avais vécu, la façon dont la dévastation pouvait devenir le terreau de quelque chose de plus beau que ce qui avait été détruit. Mon téléphone a vibré avec un texto de mes parents. On a hâte de te voir le week-end prochain. Papa est déjà en train de prévoir quel restaurant on va tester. Il venait me rendre visite pour le vernissage de ma première exposition d'art en solo dans une galerie locale. 15 toiles retraçant mon parcours, de la trahison à la découverte de soi, dont les bénéfices iraient au programme d'art-thérapie pédiatrique que j'avais lancé à l'hôpital. Cette exposition était l'idée de ma collègue. La même qui avait remarqué la première que je semblais le plus moi-même après la rupture. Tu devrais partager ce travail, m'avait-elle dit après avoir vu mes dernières toiles. Pas seulement parce que c'est beau, mais parce que d'autres personnes ont besoin de voir que la survie peut ressembler à ça. En nettoyant mes pinceaux,
j'ai réfléchi à la transformation totale de ma vie. Mon poste d'infirmière en chef m'avait ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées, prendre la parole lors de conférences sur les soins pédiatriques, agir comme consultante pour des programmes d'art-thérapie en milieu hospitalier. Et même être interviewé pour un article de magazine sur les professionnels de la santé qui poursuivaient des passions créatives. Mais les changements extérieurs n'étaient rien comparés à la transformation intérieure. J'avais appris à faire confiance à mon instinct, à valoriser mes opinions, à trouver de la joie dans ma propre compagnie. Je ne filtrais plus mes pensées et mes sentiments à travers le prisme de l'approbation de quelqu'un d'autre. La femme qui avait été dévastée de se faire traiter d'ennuyeuse et de prévisible avait découvert que la constance était en fait un super pouvoir. Les patients et leurs familles me faisaient confiance parce qu'ils savaient que je serais là, que je tiendrais mes promesses et que je leur apporterais un soutien stable dans leurs pires moments. Mes élèves en art adoraient ma fiabilité et mes encouragements. Mes amis appréciaient ma loyauté et mon authenticité. Ce qu'ils considéraient comme des défauts de caractère étaient en réalité des qualités qu'il avait été trop immature pour apprécier. J'avais aussi appris la différence entre la solitude subie et la solitude choisie. Pendant des années, j'avais eu peur de me retrouver seul avec mes pensées, cherchant constamment de la validation et de la compagnie pour me sentir complète. Aujourd'hui, certains de mes moments les plus heureux étaient ceux où je peignais en silence, où je me promenais seul dans des parcs, où je lisais dans un café sans avoir besoin de partager l'expérience avec qui que ce soit. Cela ne signifiait pas que j'étais isolé. J'avais noué de véritables amitiés avec des personnes qui appréciaient qui j'étais vraiment, et non ce qu'ils voulaient que je sois. Mes amis du cours de poterie, mes collègues, les familles de mes élèves en art-thérapie. J'étais entouré de gens qui voyaient mon authenticité comme un cadeau, pas comme un défaut. Quelques mois plus tôt, j'avais commencé à fréquenter un nouvel homme, un professeur que j'avais rencontré au centre communautaire où je faisais du bénévolat. Ce qui me frappait le plus dans notre relation, c'était à quel point il était facile d'être moi-même avec lui. Il trouvait ma prévisibilité charmante plutôt qu'ennuyeuse, appréciait ma fiabilité plutôt que de la prendre pour acquise, et m'encourageait activement dans mes projets artistiques au lieu de les considérer comme des passe-temps encombrants. « J'adore le fait que tu sois exactement celle que tu sembles être », m'avait-il dit après notre 3e rendez-vous. Pas de jeu, pas de faux semblants, juste une vraie gentillesse et de l'intelligence. C'est rafraîchissant. Le contraste avec ma relation précédente était saisissant. Au lieu de me faire sentir que je devais être plus excitante pour garder son intérêt, il me donnait l'impression que ma personnalité naturelle était exactement ce qu'il avait toujours espéré trouver. Au lieu de critiques déguisées en suggestions utiles, il m'offrait des compliments sincères et du soutien. Mais plus important encore, je n'avais pas besoin de sa validation pour me sentir digne d'intérêt. J'avais appris à générer mon propre sentiment de valeur personnelle, de sorte que son appréciation ressemblait à un merveilleux bonus plutôt qu'à une nécessité désespérée. Quant à mon ex-fiancé et mon ancienne meilleure amie, j'avais eu des nouvelles par des connaissances communes au cours de l'année écoulée. Il était sorti brièvement avec plusieurs femmes, répétant apparemment le même schéma, une excitation initiale suivie de critiques et d'un retrait émotionnel lorsqu'elles ne répondaient pas à ces critères impossibles. Selon des amis, il s'était forgé la réputation de quelqu'un qui n'était jamais satisfait, cherchant toujours quelque chose de mieux. Elle avait déménagé dans une autre ville après avoir coupé les ponts avec presque tout le monde ici. Les amis communs qui avaient d'abord été sensibles à ses affirmations de remords s'étaient lassés de ses histoires dramatiques et de son discours de victime. Aux dernières nouvelles, elle était impliquée dans une autre situation compliquée avec un homme marié, n'ayant apparemment rien appris de notre expérience. Mais leurs histoires ne m'intéressaient plus vraiment. Ils étaient devenus des contes moraux plutôt que des sources de douleur. Des exemples de ce qui arrivait quand les gens construisaient des relations sur la critique et la compétition plutôt que sur l'appréciation sincère et le soutien. La réalisation la plus profonde de tout ce parcours a été de comprendre que son évaluation cruelle de moi avait révélé bien plus sur son caractère à lui que sur le mien. Quelqu'un qui m'aimait vraiment n'aurait pas été capable de parler de moi avec un tel mépris désinvolte. Quelqu'un qui me valorisait en tant que personne n'aurait pas systématiquement catalogué mes défauts pour divertir une autre femme. Le message qui avait initialement détruit mon estime de moi avait en fait été un cadeau, un aperçu derrière le masque qu'il portait depuis des mois, me montrant qui il était vraiment quand il pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Cela m'avait libéré d'une relation avec quelqu'un qui était fondamentalement incapable d'apprécier ce que j'avais à offrir. Désormais entouré de personnes qui voyaient ma constance comme une force, ma gentillesse comme une sagesse, et mon authenticité comme quelque chose de rare et de précieux, je comprenais que le problème n'avait jamais été moi.
Le problème avait été de me forcer à rester dans une relation avec quelqu'un qui était déterminé à être insatisfait. J'ai fini de nettoyer mes pinceaux et j'ai reculé pour admirer le tableau terminé. Demain, je le livrerai à l'hôpital où il serait accroché dans un espace dédié à aider les familles à guérir des traumatismes. Le week-end prochain, j'inaugurerai ma première exposition d'art en solo devant une salle remplie de personnes qui célébraient mon évolution plutôt que de critiquer ma stabilité. Ce message vocal était censé me détruire, mais au lieu de cela, il a révélé ma force. J'ai appris qu'être abandonné par des personnes qui ne me valorisaient pas n'était pas une tragédie. C'était l'opportunité de trouver des personnes qui le feraient. Je n'étais plus la femme trop ennuyeuse pour retenir l'attention d'un homme. J'étais quelqu'un qui avait découvert que la bonne personne ne voudrait pas que je sois quelqu'un d'autre que moi-même. Et en attendant que cette personne arrive, j'étais parfaitement heureuse d'être cette personne, toute seule avec moi-même. La femme qui avait vomi de honte et de dévastation un an plus tôt était renée sous les traits de quelqu'un qui connaissait sa propre valeur et n'accepterait rien de moins que ce qu'elle méritait. Cette transformation, née des cendres de la trahison, était la plus grande œuvre d'art que j'ai jamais créée.